Bien, eh bien, je vous remercie. Merci à la NRT. Alors, c'est très bizarre cet amphi vide, hein, donc il va falloir mettre de l'ambiance. Je compte beaucoup sur les intervenants parce que je regarde les matchs du tournoi Destination et là, je vois ce que ça peut faire de jouer à huis clos. Alors, merci aux intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui. Je vais partir de ma droite et puis aller vers le fond. Nous avons Madame Marie-Charlotte Leroy, vous aurez l'occasion de vous présenter dans une seconde, Madame Émilie Planès, Madame Amandine Bunicourt, Monsieur Yves Bréchet et Monsieur Olivier Baude. Monsieur Demassieux n'est pas là, mais nous espérons le voir arriver. Je vais vous permettre de vous présenter l'un après l'autre et puis peut-être vous poser une première question. Et ensuite, une fois que nous aurons fait le tour de tous les intervenants, nous adresserons des questions peut-être plus générales et puis Pascal Gia pourra porter la voix des auditeurs. Donc Pascal, n'hésite pas à te manifester parce que tu es vraiment sur le côté. Madame Leroy, vous êtes docteur en chimie de l'environnement, vous avez fait une thèse CIFRE et aujourd'hui vous êtes directrice de recherche dans une société qui s'appelle Au Deuxième Conseil et qui conseille d'autres entreprises sur leur politique de RSE et de développement durable. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et aussi en quoi la thèse CIFRE a été formatrice ou déterminante dans ce parcours? Bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui sont derrière l'écran, qui nous regardent. Juste pour commencer, je suis... Est-ce que là c'est bon? Ok, je recommence. Bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont derrière l'écran. Je sais que c'est pas la même chose quand on est derrière l'écran. Je voulais commencer par dire que j'étais très heureuse d'être ici cet après-midi et aussi de revoir les têtes que j'avais pu voir et les personnes que j'avais pu rencontrer pendant la CIFRE, toujours ici. Et donc c'est vraiment un moment très agréable. En effet, donc pour me présenter et présenter un petit peu mon parcours, donc Marie-Charlotte, j'ai 33 ans. J'ai fait ma thèse CIFRE entre 2012 et 2015 en chimie. Donc c'était une thèse CIFRE dans une PME, un bureau d'études en voirie, réseau divers. Et l'objectif donc, de ces travaux de thèse, c'était vraiment d'étudier les contaminants dans l'environnement urbain et tous les transferts de contaminants vers la plante, vers les eaux souterraines et dans le sol. Est-ce qu'il y avait des stagnations de ces polluants? Alors, pour commencer, plutôt dire qu'est-ce que je fais actuellement, et on reviendra sur mon parcours plus détaillé. Au Deuxième Conseil est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises, petites ou grandes, dans leur stratégie de responsabilité sociétale. On en entend de plus en plus parler. C'est une entreprise qui existe depuis 12 ans. Donc imaginez, il y a 12 ans, quand on parlait de bilan carbone, de développement durable, et aujourd'hui, voilà ce que ça peut donner. Donc il y a eu beaucoup de progrès dans ces domaines-là. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à ces entreprises de devenir pionnières, d'innover dans la responsabilité sociétale. Alors vous allez me dire, mais c'est loin des sciences, etc. et de la chimie, pas tant. Pas tant, on en fait tous les jours, de l'agronomie, de la chimie, etc. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment... je me retrouve beaucoup dans les valeurs. Donc, j'ai démarré ma thèse CIFRE dans une petite et moyenne entreprise. J'y travaille encore aujourd'hui. C'est une entreprise plutôt familiale, à taille humaine, mais qui développe vraiment le côté innovant et la recherche pour pouvoir trouver des solutions pour les entreprises. Donc on est vraiment dans du B2B. Donc sur mon parcours, pour très brièvement mon parcours, j'étais diplômée de l'école normale supérieure, donc juste à côté, pas très loin dans le 5e. À la fin de mon magistère, j'ai donc fait cette thèse CIFRE. Je suis restée 5 ans dans l'entreprise où j'ai fait la thèse CIFRE. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit, il faut que je découvre 2 entreprises aussi. Donc j'ai travaillé dans un institut technique des fruits et légumes, donc vraiment là de la recherche agronomique. Et également j'ai travaillé auprès des collectivités. Donc j'ai un parcours, pour faire une synthèse un petit peu générale, où j'ai travaillé dans une diversité de structures, de types de structures. Et donc le doctorat CIFRE peut vous mener à l'ensemble de ces choses-là. Et je pense que c'était quelque chose d'intéressant à faire ressortir dans les carrières CIFRE. Alors justement, comme vous avez fait votre carrière en PME, qu'est-ce que vous pensez du rôle des docteurs CIFRE en PME? Alors des doctorants, mais aussi des docteurs.
et de la contribution qu'ils peuvent avoir dans ces petites et moyennes entreprises? Alors, en effet, il y a un rôle particulier dans les PME. Donc, je vais parler de mon expérience. La R&D, on n'en faisait pas avant que j'arrive. Donc, tout était à mettre en place. Donc, le premier rôle du doctorant, c'est de dire, bon, il faut que ça fonctionne. Moi, j'étais vraiment garante du partenariat. Donc, partenariat avec 2 autres laboratoires de recherche et l'entreprise privée. Alors pour la petite anecdote, comme ça, voilà, la petite anecdote, je me rappelle d'un soir où, mail de panique, écoutez, on ne sait pas si on va continuer le partenariat, on ne s'y retrouve pas, etc. Ça a permis vraiment de grandir. Je pense que le doctorant, dans cette cifre, peut comprendre à la fois l'entreprise, les enjeux de l'entreprise, les enjeux de la recherche, et a vraiment ce rôle de communication entre les différentes parties. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier, je pense, dans les PME. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment très présent. Le dynamisme, je pense que ce serait le deuxième point. Les petites entreprises, voilà, c'est... on a envie d'y aller, on a envie de faire une thèse, on ne sait pas encore comment faire, on va s'aider, on va trouver les moyens, et on le fait. Et donc, on répond comme on peut, avec nos moyens, avec nos idées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser une certaine efficacité. Il y a un rapport qui montre que les thèses CIFRE sont souvent un petit peu plus courtes que les thèses académiques, ou en tout cas pas dans le cadre privé. Je pense que c'est lié autant à l'entreprise qui a envie d'avancer qu'au doctorant qui a lui aussi avancé dans son parcours professionnel. C'est vraiment une entente, c'est pas subi. C'est non, en fait, on a envie d'être efficace et que les choses appliquées prennent forme au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez dire que la culture de votre entreprise a changé depuis votre thèse CIFRE? Alors ça dépend sur quel sujet, c'est très vaste comme question. Je pense que donc, l'entreprise où j'ai été, oui, a beaucoup changé parce que maintenant ils savent faire de la recherche, ils ont continué cette activité de recherche après que je sois partie. Donc c'est quelque chose qui est entré, auquel ils pourraient faire appel facilement. Madame Planet, je passe à vous pour cette première étape de présentation, donc sur votre parcours et l'importance de la thèse CIFRE dans votre parcours personnel. Bonjour à tous, donc merci pour l'invitation. Pour me présenter, je m'appelle Émilie Planès, j'ai 40 ans. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon en 2005, génie mécanique, procédé plasturgie, et ensuite j'ai effectué une thèse CIFRE au laboratoire Mathéis, donc de l'INSA de Lyon, en collaboration avec la société Nexans, qui est un groupe leader dans la fabrication des câbles. Donc mon sujet portait sur l'étude du vieillissement des élastomères chargés dans les câbles de centrales nucléaires. Donc j'ai soutenu ma thèse en 2008 et après une année de postdoctorat à Grenoble, j'ai été recrutée maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc je suis toujours enseignant-chercheur, donc j'enseigne à l'UT de Chambéry dans le département sciences et génie des matériaux et j'effectue mes travaux de recherche au LEPMI, qui est maintenant situé dans l'Institut national de l'énergie solaire. Donc j'ai obtenu mon habilitation à diriger des recherches en 2018 et donc le mémoire portait sur les matériaux polymères et composites pour l'énergie, donc les procédés, les propriétés fonctionnelles et la durabilité. Donc mes activités de recherche traitent essentiellement du développement des cellules solaires de 3e génération. Donc je suis passée des cellules solaires tout organiques, qui est très lié à ma formation de base. Et puis maintenant, je m'intéresse aux cellules solaires perovskites. Et je travaille également sur les matériaux polymères qui sont utilisés dans les piles à combustible et dans les batteries. Alors, pour répondre à votre question concernant en quoi le doctorat CIF a été transformant pour ma carrière, donc une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, en fait, je n'étais pas vraiment fixée sur ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler en R&D, mais je ne savais pas si je voulais faire de la recherche industrielle ou de la recherche académique. Et donc le fait d'avoir fait une thèse CIFRE m'a laissé le temps en fait de faire mon choix
et de bien comprendre les deux mondes qui sont le monde académique et le monde industriel. Le doctorat CIFRE permet d'acquérir une formation scientifique de haut niveau dans un cadre professionnalisant, donc en évoluant entre ces deux mondes. Et on obtient une formation complémentaire qui allie des compétences de sciences fondamentales tout en ayant des savoir-faire spécifiques au monde industriel. Donc on a une ouverture d'esprit très large. Et cette formation a été très enrichissante pour moi et m'a permis de faire mon choix, en fait. Et du coup, j'étais plus attirée par la recherche fondamentale, raison pour laquelle j'ai continué dans cette voie-là. Voilà pour... Alors du coup, ça vous a donné le choix, effectivement, puisque vous aviez un pied dans chaque monde. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire que la thèse CIFRE, c'est aussi un atout pour faire une carrière académique ou pas ? En ce qui me concerne, oui, puisqu'en fait, une grosse partie de mes activités de recherche sont liées soit à des industriels, soit à des produits qui sont à visée industrielle, puisque les cellules solaires, en fait, il n'y a pas beaucoup d'industriels en France, mais c'est très lié à une application industrielle. Et donc, on a beaucoup de relations avec le monde industriel. Et donc, la formation, la thèse CIFRE, je pense, est très adaptée pour mener ce genre de recherche. Pendant mon doctorat, en fait, j'étais intégrée à un contrat de recherche où il y avait plusieurs thèses, plusieurs industriels. Et donc, en fait, on devait régulièrement présenter nos travaux, suivre des objectifs, organiser notre travail et puis rédiger des rapports. Et donc, en fait, ça, c'est le genre de choses que je fais maintenant tous les jours. Et donc, c'est une formation qui me paraît tout à fait adaptée. Pour encadrer maintenant des doctorants et pour avoir, par exemple, des bourses ministères, je vois que les étudiants n'ont pas cette formation-là. Alors, c'est effectivement beaucoup plus approfondi, beaucoup plus fondamental, mais on ne les forme pas à la gestion de projet comme dans thèse CIFRE. Oui, donc au laboratoire, vous pouvez observer même une manière de travailler différente des doctorants CIFRE et non CIFRE, du coup. Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas eu de doctorant CIFRE. J'ai eu de nombreuses thèses en collaboration avec le CEA, par exemple. Mais je peux voir la différence entre mes thèses que j'ai en collaboration avec des industriels ou avec mes thésards MESR, par exemple. J'ai bien vu la différence, ouais. D'accord. Je suis désolé, j'ai oublié de vous présenter au début. Madame Bunicourt, à votre tour. Alors, vous êtes docteur en biologie cellulaire, mais vous n'avez pas fait une thèse CIFRE. Moi non plus, hein, ceci dit. Et puis, vous êtes fondatrice et dirigeante de Ad Hoc Talent Management, qui est une société qui est spécialisée dans le recrutement de profils scientifiques, qui a aussi une activité de formation. Donc, je vais vous poser la même question, parler de votre parcours, et puis en quoi la thèse non-CIFRE a été déterminante. Merci Vincent, et surtout merci aux équipes de la NRT pour l'organisation de ce colloque. Merci pour l'organisation de ce colloque. Je suis ravie d'être là. Ça ne se voit pas avec le masque, mais le sourire est là. Donc effectivement, je suis Amandine Bunicourt. Alors en termes de parcours, moi j'ai un diplôme d'ingénieur de l'INSA également, alors un peu plus ancien que celui d'Émilie, et j'ai eu une première expérience de recherche partenariale aux États-Unis. Avec du coup une entreprise dans le partenariat, et c'est ça qui m'a décidée à poursuivre en doctorat en fait. Et donc j'ai fait effectivement un doctorat en sciences de la vie. Alors outre l'expérience extrêmement riche du doctorat, ça a été aussi pour moi l'occasion d'identifier un besoin avec mon actuel associé qui s'appelle Mathieu Lafont et qui pour le coup lui est docteur CIFRE. Il était à l'époque doctorant CIFRE entre EDF, R&D et le Collège de France qui nous accueille aujourd'hui. Alors ce constat à l'époque, il était qu'il y avait besoin d'une meilleure irrigation du tissu socio-économique par les docteurs,
Et on a souhaité mettre notre pierre à cet édifice, comme la NRP ou l'ADG et plein d'autres structures le font aujourd'hui. Et c'est ainsi que, peu après mon doctorat, j'ai donc cofondé, il y a 13 ans de cela, l'entreprise que je dirige encore aujourd'hui, qui s'appelle Adoc Talent Management. Et donc mon parcours, c'est celui d'une docteure entrepreneur au service à la fois des docteurs et des entreprises innovantes. La raison d'être de notre entreprise, donc comme je disais, c'est vraiment une volonté de valoriser le doctorat et de faciliter l'irrigation du tissu socio-économique par les docteurs. Et ça, on le fait via 3 leviers qui correspondent aux trois services de l'entreprise. On est, comme Vincent le disait à l'instant, donc le premier cabinet spécialisé dans le conseil en recrutement de docteurs pour des entreprises qui sont de tout secteur et sur des postes qui vont de l'expertise au top management. Et puis, notre activité s'articule aussi autour d'un pôle formation pour les jeunes chercheurs via leurs organismes de recherche ou universités pour les accompagner dans leur carrière. Et on a aussi en interne une équipe R&D qui travaille sur les carrières, les compétences et l'employabilité des docteurs et qui développe des outils. Et on a d'ailleurs dans cette équipe des docteurs, et on a eu un doctorant en CIFRE aussi. Aujourd'hui, on a 3 bureaux, donc Paris, Montréal et Bruxelles. Est-ce que j'embraye sur l'accord du doctorat? Voilà, c'est la question que je vais vous poser, c'est ou te poser. C'est de là où vous êtes, qu'est-ce que vous voyez comme atout des docteurs CIFRE sur le marché du travail de manière générale? Alors, déjà, j'en vois pour moi dans ma pratique, si je dois schématiser et rebondir peut-être sur ce que Émilie et Marie-Charlotte disaient, pour moi, en tant qu'ingénieur, j'estime que ma formation d'ingénieur, elle m'a appris à optimiser, à être sur des processus incrémentaux et à être à l'état de l'art. Et le doctorat m'a vraiment transformée plutôt dans ma manière d'appréhender les problématiques, d'appréhender... de me dire que c'est pas parce que ça n'a pas été fait que c'est pas possible. Bien au contraire, je trouve que c'est une formation de l'esprit qui est hyper riche quand on est entrepreneur, qui est hyper riche et utile pour moi aujourd'hui dans ma posture aussi vis-à-vis de mes clients. Je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est surtout l'aspect créer, sortir de sa zone de confort et puis innover en permanence, que je tire de l'expérience doctorale. Et vis-à-vis de mes clients, je pense que ce qui m'est le plus utile, c'est à la fois la capacité à questionner, à analyser des problématiques qui sont forcément complexes. Quand on est sur de l'humain, sur de l'humain autour du doctorat, il y a tant les enjeux technologiques qu'humains qui se mêlent. Et puis, bien sûr, toujours rentrer dans des sujets différents avec une veille efficace. Et puis, vu que, bien sûr, on travaille en permanence avec les chercheurs, il y a comprendre les écosystèmes académiques, savoir sentir aussi les signaux faibles, les tendances émergentes, et comprendre le candidat docteur en ayant aussi vécu ce parcours est utile. Et au-delà de ça, je pense que je tire du doctorat, je pense que ça m'animait et que c'est aussi pour ça que j'ai fait un doctorat, mais une curiosité, un besoin de tout comprendre, et surtout quand c'est complexe. Et hier, pendant mon doctorat, effectivement, Vincent, tu le disais, c'était de la biologie cellulaire, donc j'essayais de comprendre à l'échelle de la cellule. Et aujourd'hui, c'est à une échelle qui est un humain, mais surtout qui est un système, donc comprendre à l'échelle d'une organisation qui est en plus en transformation. Donc c'est un niveau de complexité qui est génial, en fait, qui anime. Et du coup, j'en tire aussi, alors ça c'est ma vision à moi en tant que professionnelle, et puis bien sûr la plus-value que je vois, ou l'apport du doctorat CIFRE que je vois pour les entreprises qu'on accompagne. Alors, est multiple, il y a différentes choses qui ont déjà été citées. Moi, là où je trouve que les doctorants, les docteurs CIFRE ont le plus de valeur ajoutée, c'est quand ils vont sortir de leur milieu naturel et s'interfacer avec eux. Je trouve que le docteur,
pour qu'il donne le plus sa plus-value, Marie-Charlotte faisait ressortir un petit peu, il faut qu'il sorte de sa zone de confort, qu'il sorte du milieu naturel, qu'il s'hybride, qu'il s'interface avec d'autres profils qui n'ont pas nécessairement une culture de la recherche. Je pense foncièrement qu'on est dans une société qui est extrêmement complexe, qui est fondée sur la connaissance, où on est sur des problématiques multifacettes, mouvantes, extrêmement complexes. Et donc, pour répondre à ces enjeux-là, à ces challenges-là, il faut avoir des équipes qui sont métisses dans leur manière d'appréhender les problématiques, de repousser les limites, leur manière de questionner, leur posture. Et c'est vrai que les docteurs CIFRE, je trouve que dans ce contexte, ils ont en eux un atout très fort, c'est que d'emblée, ils ont toujours été confrontés à ces contextes partenariaux. Ça a été dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est une vraie richesse de comprendre le processus depuis la connaissance jusqu'à l'application industrielle, de savoir traduire des enjeux qui ne sont pas les mêmes entre des académiques et des industriels, de les comprendre, bien sûr, de les faire siens, ces enjeux. Et donc, pour moi, ils vont réussir dans leur carrière, les docteurs CIFRE, en particulier à des fonctions d'interface avec d'autres. Alors, ça peut être en étant chercheur et en s'interfaçant avec des laboratoires externes, ou en s'interfaçant avec le marketing ou la vente, etc. Mais sur la durée, on les voit faire des très belles carrières vers des postes de top management, vers le business development, vers le marketing, vers la création d'entreprises. Et là, finalement, ils vont être en première ligne d'enjeux qui, certes, ont des liens à la science, mais d'enjeux stratégiques où ils vont finalement apporter aussi une culture de l'innovation, apporter une culture de se dire on peut pousser les lignes, on peut disrupter les modèles et on peut y aller. Donc je pense que ça, c'est vraiment une vraie richesse du docteur CIFRE. Oui, je crois qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Merci Amandine. Monsieur Yves Bréchet, vous êtes docteur CIFRE. Votre spécialité à vous, c'est la physique des matériaux, particulièrement la métallurgie. Vous avez été professeur d'université, entre autres choses, et aujourd'hui, vous êtes directeur scientifique de Saint-Gobain. Alors, à votre tour, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de l'influence de CIFRE dans ce parcours ? Eh bien, je voudrais d'abord dire que je suis extrêmement heureux de pouvoir témoigner aujourd'hui parce que je dois énormément à les CIFRE, au système CIFRE. J'ai été thésard CIFRE avec Péchinet à l'époque. J'ai formé des CIFRE puisque j'ai été professeur d'université entre 88 et 2012. Je faisais partie des premières générations de CIFRE à l'époque. J'ai fait ma thèse entre 84 et 87. Donc j'ai formé des CIFRE, j'ai formé 82 thésards, donc j'ai un certain retour statistique. Ils n'ont pas tous été CIFRE, mais ils ont tous été formés dans l'esprit des CIFRE. Et puis maintenant, je me retrouve embaucheur de CIFRE, d'une certaine manière. Donc le système CIFRE a été pour moi extrêmement important et c'est pour moi aussi une forme de remerciement que je voulais faire publiquement. Alors, j'ai fait une thèse CIFRE en sortant de l'école polytechnique parce que je voulais être ni banquier, ni manager, ni consultant, ni haut fonctionnaire. Et je ne savais pas que j'allais rester dans le domaine de la recherche. Donc la première chose que la thèse CIFRE m'a permis de faire, c'est de travailler dans un domaine qui était à cheval entre des disciplines très fondamentales, parce que j'étais affichu de choisir entre la physique, la chimie et la mécanique, donc la métallurgie c'était idéal, des disciplines qui posent des questionnements fondamentaux, mais avec un industriel, parce que fondamentalement, moi j'avais envie d'être ingénieur, j'avais envie de fabriquer des choses. Alors après 3 ans de CIFRE, pour moi l'ingénieur, vous savez, c'est Cyril Smith qui arrive sur l'île mystérieuse et qui au bout de 2 heures a reconstruit une locomotive avec 2 verres de montre. Depuis j'ai un peu déchanté, enfin j'avais envie de faire ça, fondamentalement. Et puis à la fin de ma thèse CIFRE, je me suis dit, c'est quand même pas mal d'être académique, parce que dans le domaine que je pratiquais, je pouvais à la fois garder des contacts avec l'industrie, mais aussi garder la liberté de regarder des questions qui n'étaient pas forcément immédiatement appliquées. Ça veut dire que le fait de la formation en CIFRE m'avait naturellement induit
à rester extrêmement lié à la fois au milieu académique et au milieu industriel. Ça m'a amené à regarder à peu près toutes les activités scientifiques que j'ai pu avoir sous la forme d'un double questionnement. J'ai beaucoup aimé le tableau à 9 cases. Moi, je me sens pile poil dans le milieu du tableau à 9 cases. C'est-à-dire les thésards que j'ai formés ont toujours été sur comment peut-on extraire d'un problème appliqué une question fondamentale qui permet de développer une compétence. Et tous les industriels avec qui j'ai formé des thésards CIFRE, et y compris l'industrie dans laquelle je me trouve en ce moment, accordent d'une certaine manière encore plus d'importance à la formation d'une compétence pour une personne qui les intéresse qu'au débouché immédiat du sujet sur lequel on va travailler. C'est-à-dire que chacun fait son métier. Et d'une certaine manière, ce double questionnement, pour moi, était constitutif du système CIFRE et s'est trouvé être constitutif de toute la façon dont j'ai pu mener mes activités de formateur, de chercheur, de conseil dans l'industrie pendant des années. Un dernier point que je voudrais faire en termes d'influence qu'a pu avoir le système CIFRE pour moi, j'ai beaucoup, comme tous les chercheurs, beaucoup travaillé avec des collaborations internationales, et je me suis aperçu que beaucoup de ces collaborations internationales étaient issues des liens qui avaient été créés par le système CIFRE. Parce que les grandes entreprises avec lesquelles je travaillais étaient des entreprises qui, par nature, avaient des ramifications dans beaucoup de pays, qui en conséquence avaient des liens avec des laboratoires dans ces pays, et je me suis aperçu que les 4 grands laboratoires avec qui je conserve une activité de recherche en ce moment, enfin une activité personnelle, je veux dire de gratter des équations, eh bien c'est l'université de McMaster. Les liens ont été créés il y a 40 ans via les liens que j'avais avec Péchinet. L'université de Monash en Australie, via les liens que j'avais avec ArcelorMittal. Louvain-la-Neuve, c'était un des N avatars de Péchinet, ça devait s'appeler Rio Tinto à l'époque, et Cambridge, qui était aussi un lien avec ArcelorMittal et Péchinet. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi tout cet aspect qui conduisait naturellement à mettre les thésards dans une ambiance internationale, dans une collaboration sur des sujets ciblés qui étaient suffisamment ouverts pour qu'on puisse en parler et qui étaient suffisamment riches pour qu'on puisse les intégrer dans une collaboration. Donc voilà, je suis nettement plus âgé que les 3 personnes qui ont parlé avec moi, mais toujours aussi enthousiaste de la formation par la CIFRE. Oui, en tout cas, félicitations pour le 82, parce que bien d'autres auraient arrêté de compter avant d'arriver jusque-là. J'ai toujours pensé que les thésards formaient très très bien leur directeur de thèse. Oui. On parle beaucoup de la formation des thésards, de la formation par la recherche. Je pense que la formation des profs par l'encadrement des thésards est aussi quelque chose de très important. Vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé aussi, c'est que vous avez dit que maintenant vous étiez employeur de CIFRE ou embaucheur de CIFRE. Et du coup, j'avais envie de vous demander, puisque tout à l'heure, en début d'après-midi, il y avait une table ronde qui était plutôt avec des jeunes, d'avoir le point de vue inverse, c'est de dire, pour vous, qu'est-ce qui est important au moment de monter un projet CIFRE, qu'est-ce qui est le plus important, le plus crucial? Le candidat, oui. Ou la candidate. Alors justement, il y a peut-être des jeunes en master ou en cycle ingénieur qui nous écoutent. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense qu'il faut qu'ils aient envie de comprendre. Ça, c'est la première chose. Si on va vers un sujet CIFRE, c'est qu'on a cette dualité d'avoir envie de comprendre et d'avoir envie de faire. Donc, d'une certaine manière, il y a un état d'esprit initial. Et cet état d'esprit, on le comprend assez naturellement, on le sent assez naturellement quand on discute avec un ou une candidate. Alors, maintenant, un autre avantage que je vois à la formation CIFRE, et c'est aussi ce qu'on cherche, c'est que ça permet d'éviter le syndrome du not invented here. Par nature, un thésard ou une thésarde, dès l'instant où il est impliqué dans un monde international, dès l'instant où il travaille sur un sujet dont il peut parler, il s'aperçoit assez naturellement, s'il n'est pas bête, et s'il est bête, on n'espère pas l'avoir recruté avant, il s'aperçoit assez naturellement que ce qu'on tire d'une conversation est proportionné à ce qu'on met sur la table. Donc ça veut dire qu'il apprend à parler. Il apprend évidemment avec le contexte industriel de se dire il ne faut peut-être pas tout dire tout le temps, mais il n'y a pas cette espèce de frilosité consistant à dire je garde mon truc pour moi et j'essaye de pomper les informations ailleurs. Ça marche juste pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on fait une formation par la recherche. Un autre aspect qui est pour moi extrêmement important quand on forme un thésard, c'est qu'on forme quelqu'un qui, d'une certaine manière, est capable de construire une compétence qu'il n'avait pas au départ, mais de se la construire lui-même et de se la construire en collaboration. Et c'est ce qu'il va faire le restant de sa vie d'ingénieur.
qu'il soit dans un centre de recherche, qu'il soit dans un centre de production, qu'il soit dans un centre de marketing, il va falloir qu'il apprenne à se construire des compétences qui vont largement au-delà de ce que son étiquette lui aura mis sur le front, quoi. Donc, je pense que cette capacité d'adaptation qui est liée au fait d'avoir eu soi-même à traiter un problème où on l'a poussé un cran plus loin, où on le comprend un peu mieux, cette capacité d'adaptation est absolument essentielle. Et c'est vraiment cela qu'on recherche quand on s'engage, parce que c'est un engagement mutuel. Je veux dire, tous les thésards-cifres ne sont pas embauchés. Il y en a quand même un certain nombre qui le sont. Puis quand ils ne le sont pas, ça peut être pour des raisons complètement externes au sujet, à l'entreprise. Ça peut être des raisons personnelles, etc. Mais de toute façon, dès l'instant où on rentre dans une logique de contrat cifre, ça veut dire que, a priori, l'étudiant est intéressé par l'entreprise et l'entreprise est intéressée par l'étudiant, et en conséquence de quoi ils essayent de se connaître mieux. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Alors, vous avez fait allusion au développement de carrière, et Amandine aussi juste avant. Est-ce que vous voyez la formation par la recherche comme un atout pour accéder un jour à des postes de top management, on va dire, dans des grandes sociétés, ou est-ce qu'il vaut mieux faire un MBA ou s'arrêter après l'école d'ingénieur? Franchement, ça m'est un peu égal. Je veux dire, pour moi, ce qui est véritablement important d'un point de vue industriel, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une industrie qui est compétitive, une industrie qui est innovante, une industrie qui est créative. Et ça, on le fera si on forme des gens à se poser des questions un peu en dehors des chemins battus, à faire ce que j'appelle un peu la pensée latérale, d'aller regarder dehors. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus important que de savoir qui est-ce qui va avoir le plus grand nombre de galons, parce que c'est aussi beaucoup plus satisfaisant pour un ingénieur qui travaille dans une entreprise, c'est beaucoup plus satisfaisant de voir que son entreprise est innovante, que son entreprise crée des choses, qu'elle crée de la valeur. Et ça, cette capacité-là, une des manières de l'acquérir, c'est précisément cette capacité à regarder un peu en dehors de ce qui est le truc prédéfini. Une thèse, c'est pas un projet où on coche les cases. Une thèse, j'ai tendance à dire, c'est pas une autoroute, c'est un chemin qu'on explore. Si la salle n'a pas des questions, alors là, je mange mon chapeau. S'il y a des questions, mais peut-être... oui, justement, non, mais je vérifie avec toi. Merci. Monsieur Olivier Baud, vous êtes docteur CIFRE, vous avez fait votre thèse avec Renault sur la recharge des véhicules électriques, et puis aujourd'hui, vous êtes ingénieur-chercheur EDF R&D. J'aimerais aussi que vous nous parliez de votre parcours, de l'importance de la thèse CIFRE dans ce parcours, mais aussi de comment vous avez démarré cette thèse CIFRE, parce que je crois que vous avez aussi des choses à raconter là-dessus. Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors pour ma part, ça a commencé avec un parcours d'ingénieur à la française assez classique. Et c'est vrai que comme M. Bréchet l'a dit, je suis arrivé en 2008-2009, j'avais envie de faire des maths, la finance c'était pas très à la mode à ce moment-là, et je me suis posé la question des débouchés potentiels. Alors en dernière année, j'ai fait le choix de cumuler, donc d'une part j'ai continué à travailler des outils qu'on appelle la théorie des jeux. Donc pour faire abstrait pour l'instant, c'est des modèles où vous avez beaucoup d'agents et ce que vont vivre les agents dépend de leurs décisions, mais aussi de ce que font les autres. Et en fait, on le vit tous les jours, hein. J'imagine que vous avez déjà des petites idées d'application. Donc ça, c'est ce que j'ai appris à Jussieu. Donc c'était le matin au tableau, à la craie, très formel au niveau mathématique, un peu moins au niveau habillement. Et je prenais le vélo, le train, j'arrivais à l'école des ponts. Et de ce côté-là, c'était alors plutôt, disons, une vision métier, des PowerPoint, faire tourner des outils un peu type bureau d'études, pour essayer de planifier le monde de demain dans trois entités qu'on essayait de réfléchir, donc la ville, l'énergie, les transports. Et alors, je clarifie tout de suite, moi j'ai rien appris en termes de BTP, mais alors dès ce moment-là, je me suis posé des questions sur des passerelles entre le monde académique de la recherche et le monde des ingénieurs, qu'on pousse à devenir un petit peu ingénieur décideur. Et à ce titre, alors je me suis assez vite rendu compte que dans le monde des transports, notamment quand on fait le choix d'un itinéraire en voiture, en fait c'est de la théorie des jeux. Si tout le monde prend le même itinéraire au même instant, tout le monde va passer 2 fois plus de temps sur la route. Et j'ai été ravi de découvrir notamment que dans les outils qui planifient les nouvelles lignes de transport, il y a des concepts de théorie des jeux. Donc c'est un équilibre de théorie des jeux qui est utilisé quand monsieur dans le bureau d'études appuie sur le bouton ou madame pour planifier la ligne de demain.
Et alors, donc, ça, pour moi, ça justifiait l'intérêt de s'interroger sur les liens entre recherche et application métier. Il y avait des choses qui m'intéressaient aussi, c'est qu'il y avait un certain décalage entre les deux mondes. Alors cet équilibre, en fait, il datait de 1950 et on était en 2010. C'est toujours ce qui tournait dans les outils qui planifiaient le Grand Paris dans quelques temps. Et donc ça m'interrogeait parce que je me disais, mais c'est étonnant que ça ne bascule pas plus vite du monde de la recherche vers les applications. Il y a d'autres éléments un peu plus anecdotiques, mais il y a des beaux modèles de théorie des jeux qui expliquaient qu'il peut y avoir des réseaux de transport, vous enlevez une route et ça se passe mieux en termes de congestion. Et ça, en fait, on l'a découvert 20 ans plus tard dans la rue, quand à New York, un jour, pour la planète, on a choisi de fermer une route et tout le monde annonçait un cataclysme. Et on s'est rendu compte que, en fait, les flux routiers se sont mieux écoulés ce jour-là. Et ça a été un petit peu 20 ans à retardement. Les chercheurs sont venus discuter avec les gens du métier pour montrer que les outils pouvaient être utiles. Donc ça a été une réflexion qui a mûri pendant 1 an. Et après, donc, je me suis posé la question du type de sujet qui pouvait m'intéresser. Et à ce moment-là, donc, ce qui rassemblait un petit peu mes 2 convictions du moment et ces outils, c'était la mobilité électrique. Donc on était fin 2011. C'était Renault qui portait un gros programme de mobilité électrique. C'était aussi le moment où il y avait des accusations fortes d'espionnage, où il débarquait des hauts cadres chez Renault. Bon, je me suis dit, c'est sympa, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et en fait, c'était un peu la feuille blanche. Donc, j'ai eu de la chance d'être soutenu par pas mal de personnes qui croyaient dans les sujets autour de la recharge des véhicules électriques. Ils se sont dit, pour que le véhicule électrique marche, il faut qu'il n'y ait pas trop de problèmes au moment de la recharge. Mais en fait, pendant 1 an, donc, on a discuté par ricochet entre Renault et différents potentiels encadrants académiques. Et ça m'a montré à quel point certains peuvent être plus ou moins ouverts sur le fait de faire un pari pour une collaboration sur un sujet nouveau, les langages différents qui peuvent se parler des 2 côtés. Donc c'est vrai que sur le coup, ça a été une expérience un peu longue, parce qu'attendre 1 an pour poser un sujet, ça peut être vécu comme difficile. Mais a posteriori, je le vis comme l'occasion de découvrir les différents langages, ce qui fait qu'un sujet peut marcher ou pas, dans les convictions des 2 côtés. Et à la fin, donc, je suis arrivé avec mon sujet modélisation et optimisation technico-économique de l'interaction entre véhicules électriques et réseaux d'électricité, apport de la théorie des jeux. Donc je trouve que ça traduit bien ce moment de discussion, parce que déjà c'est hyper long, on a mis tous les mots-clés. On a voulu montrer que c'était une réflexion commune portée avec un certain nombre d'agents académiques et économiques. Donc voilà, ça c'est mon arrivée à l'expérience de thèse CIFRE. Je crois que c'est important ce que vous venez de dire, parce que ça montre aussi qu'effectivement le sujet de la thèse n'est pas forcément amené par le laboratoire ou par l'entreprise, mais peut être porté par le candidat lui aussi, et que effectivement s'accrocher pour un sujet auquel on croit est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on assimile souvent aux sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de porter un sujet vers un laboratoire, mais visiblement votre expérience montre que c'est possible aussi pour les sciences dures. Et vous décrivez bien ce rôle de pont entre 2 mondes du docteur en CIF, mais est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez toujours à être un pont entre 2 mondes? Très bonne question. Alors, donc pour ma part, ensuite, j'ai basculé côté électrique. Le véhicule électrique permettait justement la connexion entre le monde des transports et de l'électricité. Donc j'ai eu la chance, il faut le dire, d'atterrir dans une structure assez mature en termes de recherche. EDF R&D, c'est 2000 personnes. C'est quand même un certain nombre de facilités pour intégrer des docteurs. Donc c'est petit instant publicité, mais dans les nouveaux entrants chez EDF R&D, c'est 70% de titulaires d'un doctorat. Pas forcément CIFRE, mais donc il y a quand même une ouverture à cette démarche de recherche. Et il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé assez révélateur. Quand je suis arrivé, on m'a dit « vous êtes ingénieur-chercheur ». Et pour moi, ça collait vraiment bien à ce que j'avais vécu et ce que j'aimais, à savoir être l'interface entre ces 2 mondes. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir fait une thèse CIFRE, ça m'a donné un petit peu une confiance de la structure dans le fait de pouvoir proposer des nouveaux ponts vers la recherche, des nouvelles collaborations avec de nouveaux académiques. La théorie des jeux, quand je suis arrivé, ce n'était pas une thématique vraiment existante à EDF R&D.
la possibilité d'encadrer assez vite des nouveaux thésards-cifres. Donc moi, j'en suis pas encore à faire des stats, mais j'ai pu encadrer 2 thèses-cifres assez vite. Mais pour moi, alors, et ça c'est un côté que m'apporte la thèse-cifre et que je vis au quotidien, ça demande aussi l'effort pour continuer à parler le langage des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut continuer à pouvoir traduire nos problèmes métiers dans le langage très structuré des chercheurs académiques. Sinon, ils ne vont pas forcément faire l'effort, prendre le temps de comprendre vraiment les questions dures dans nos sujets métiers. Donc ça nécessite de parler, de lire, d'écrire leur langage. Et côté métier, ça demande aussi parfois d'aller lire des documents complexes, pas du tout formalisés, pour en extraire des questions scientifiques dures. Et ça, honnêtement, ça demande un effort. Parfois, se taper 40 pages de personnes qui n'ont pas l'habitude de formaliser les choses, il faut avoir le recul et l'envie de tisser des liens entre les deux mondes pour continuer à faire cet effort. Donc voilà, ça demande un cumul obligatoire. Faut participer à des séminaires des deux mondes. Pour ma part, j'aime bien reviewer des papiers de recherche, donc c'est double lecture. C'est aussi l'enseignement qui permet de continuer à pratiquer un langage vulgarisé, ce qui est un point fort à mon avis. Et dernier point que je voudrais mentionner en ce qui concerne mon expérience chez EDF R&D, c'est que même après seulement 5-6 ans dans une R&D comme celle d'EDF, assez vite on passe le rôle de relais direct vers la recherche académique aux plus jeunes. Donc c'est EDF R&D, c'est à peu près 150 thèses-cifres qui sont vraiment les oreilles attentives du monde académique. Et nous, on a juste à leur faire confiance, à participer à un certain nombre d'événements qui sont organisés. Ça peut être des posters dans le couloir quand on va à la cantine, s'arrêter pour discuter, essayer là encore de conserver l'envie d'aller chercher les idées et dans les deux sens, connecter les deux mondes. Et enfin, peut-être le dernier point que la thèse-cifre a transformé chez moi, ça m'a donné aussi plus généralement l'envie de réfléchir à comment des profils comme les thésards-cifres pouvaient s'impliquer dans un certain nombre de questions dures qui se posent déjà dans le monde. Je pense naturellement à la transition énergétique, au changement climatique. Il va falloir aller vite, il va falloir accélérer. Naturellement, il y a des enjeux qui doivent être portés conjointement par les industriels et la recherche. Et des gens qui aiment bien faire ces connexions rapidement, qui parlent les langages des deux mondes, il faudrait qu'ils trouvent une place auprès des décideurs, mais aussi auprès du grand public, pour expliquer les questions difficiles, expliquer les engagements qui font sens. Et ça, alors mes collègues ont évoqué certains points, mais par exemple, les émissions CO2, pourquoi telle action émet plus de CO2 qu'une autre, comment le calcul est fait, qu'est-ce que ça traduit. Il y a des gens qui vont peut-être s'engager parce qu'on leur explique. Et voilà, j'aime bien aussi réfléchir à pourquoi pas des nouvelles places que pourraient prendre les thésards-cifres en particulier dans cet engagement collectif. Ça, c'est une question que je peux vous renvoyer à tous. Effectivement, je pense qu'elle est d'une première importance. Et la crise du Covid ou de la Covid le montre aussi. C'est-à-dire quand il y a des problèmes scientifiques, il y a des problèmes de recherche, il y a des problèmes industriels. On parle des vaccins, on parle d'éventuels médicaments qui n'arrivent pas. Et est-ce que vous pensez, les uns ou les autres, que les docteurs cifres ont une responsabilité ou peut-être pas une responsabilité, mais un atout particulier pour justement expliquer à nos concitoyens des questions qui mêlent à la fois des problématiques de recherche et des problématiques industrielles? Est-ce que ça leur donne une voix avec un poids particulier? Je ne sais pas qui a envie de... Je veux bien commencer à répondre. Alors c'est clair qu'on est dans un contexte qui change très vite. De toute façon, dès qu'il y a une contrainte, il y a de l'innovation derrière. Et là, on est quand même, alors à la fois à travers cette crise sanitaire, mais plus globalement, Olivier, vous le disiez, il y a les changements climatiques, il y a tout un tas d'autres challenges, les nouvelles organisations du travail de demain, les nouvelles manières de se former, l'appauvrissement des ressources naturelles, etc., qui font que... Ah oui, on m'entend mal, d'accord, pardon. Donc, on a de multiples challenges et effectivement, la crise Covid ne fait que mettre en lumière certains, mais où les constats étaient déjà prégnants. Je pense que les docteurs, dans ce cadre-là, alors notamment en sciences humaines et sociales, on a plus parlé de sciences peut-être un peu plus dures depuis tout à l'heure,
ils vont être a fortiori sur de la traduction entre des producteurs de savoir et des utilisateurs finaux de ces savoirs qui peuvent être de différentes natures. Ça peut être dans certains cas des acteurs de l'action publique et du politique. Et là, on va être plutôt sur une logique d'apporter de l'expertise, d'éclairer des phénomènes complexes pour pouvoir orienter et évaluer des politiques ou une action publique. Ça peut être avec des acteurs associatifs, ça peut être avec le grand public, ça peut être avec des industriels qui s'attellent à ces enjeux-là. Mais oui, je pense que le rôle de traducteur, de passeur de frontières, de créateur de ponts entre les univers est clé quand on est sur des challenges. Monsieur Bréchet, oui. Oui, je voudrais revenir sur la possibilité pour les ingénieurs ou je ne sais pas si ça s'appelle les ingénieuses d'ailleurs, formés par la recherche dans le domaine de la question de la transition énergétique. Je pense que le gros avantage de ce lien étroit qu'il y a avec le milieu industriel, quand évidemment on le fait honnêtement, c'est de se dire il ne suffit pas d'avoir un rêve, il faut construire une trajectoire. Moi je suis dans une entreprise qui s'est engagée à un certain nombre de points assez difficiles en ce qui concerne son empreinte CO2. Pour Mader, ça veut dire que maintenant, Saint-Gobain, pour ne pas la citer, maintenant il faut savoir comment je peux le faire en vrai. Il faut savoir comment je fais en vrai le passage d'un four à gaz à un four électrique quand on fait un four de verre. Il faut savoir quel est l'impact de faire une isolation d'un bâtiment dans des bâtiments qui sont anciens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, cette coexistence entre le comprendre et le faire fait que naturellement, on va se poser ces questions de transition en termes de trajectoire et pas simplement en termes d'objectifs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important pour faire aussi passer ça vers le public. C'est-à-dire pas simplement leur dire, vous savez, il y a un truc génial de l'autre côté, il y a juste un petit détail entre les deux, c'est le Mont Blanc, et on n'a juste pas prévu comment on allait le franchir. Eh bien non, un ingénieur, ça se pose la question de savoir est-ce que je vais faire un tunnel, avoir un hélicoptère qui passe au-dessus, est-ce que je vais faire le tour à pied, mais il ne peut pas se permettre de dire que le Mont Blanc n'existe pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement... C'est le rôle du scientifique et du technicien dans la société. C'est de dire que les choses ne font sens que si on construit une trajectoire pour les atteindre. Oui, c'est vous. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ça me fait penser, en introduction, il a été dit qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de 30 000 docteurs CIFRE. Ça fait une masse conséquente. On est à peu près un docteur CIFRE pour un maire, enfin, je veux dire, une personne dans une mairie en France. Donc, loin de moi l'idée de les faire prendre la place des maires, mais je me dis, sur toutes les trajectoires qu'on construit, qui sont données dans des documents publics, des feuilles de route, qu'elles soient portées par des associations, par l'État, on voit souvent en concertation avec les acteurs économiques et institutionnels, pourquoi il n'y aurait pas un engagement plus systématique d'une communauté comme celle des thésards CIFRE, avec derrière un processus de review critique plus anonyme, comme le font les scientifiques dans le monde des revues, pour essayer de porter les idées à la pointe et d'arriver à un avis, alors consultatif, mais sur les trajectoires qu'on propose pour l'avenir, parce qu'on sait qu'elles nous engagent tous. Donc moi, je trouve que ce rôle pourrait être porté de manière plus systématique par les thésards CIFRE. Alors bien sûr, ça pose des questions sur l'engagement dans cette démarche collective versus un devoir moral auprès des entreprises qui nous paient et quand il y a des conflits sur les trajectoires. Donc moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et il y a un autre point que je voulais signaler, c'est qu'il y a eu aussi en introduction un appel à la jeunesse. Effectivement, c'est eux qui vont suivre sur cette trajectoire. Et je me dis que potentiellement, les thésards CIFRE qui aiment entretenir ce lien entre le monde académique et le métier pourraient participer à des démarches plus vulgarisées. J'ai vu l'association de M. Bréchet, à laquelle M. Bréchet participe, La main à la pâte, pour essayer de montrer aux jeunes, donner l'envie aux jeunes de comprendre les points scientifiques qui existent dans la vie de tous les jours et leur faire comprendre un peu plus tôt comment ils peuvent s'engager sur ces sujets et en faire, pourquoi pas, des futurs docteurs CIFRE. Merci. Alors, je pense qu'il est temps de faire un point entre deux mondes, un point entre deux mondes avec nos auditeurs. Très bien. Juste en préambule, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à cifre@nrt.so.fr. Donc, je vous encourage à poser toutes vos questions. Avant d'aller sur des questions qui intéresseraient l'ensemble des participants, une question particulière pour Madame Émilie Planès. L'INSA de Lyon, vous avez fait votre thèse à des laboratoires communs avec des industriels.
Quel est votre avis sur ce laboratoire commun? Est-ce que, d'après vous, c'est un bon moyen d'opérer un transfert technologique? Et enfin, quel rôle jouent les doctorants CIFRE dans ce type de laboratoire? Alors, j'ai peut-être mal exprimé mon parcours. En fait, c'était sur 2 laboratoires, un laboratoire de l'INSA de Lyon et le centre R&D de Nexens, qui ne sont pas situés au même endroit et qui ne sont pas forcément communs, mais une collaboration a été mise en place pour ma thèse. Donc effectivement, il y a eu un transfert de connaissances. Et donc, pour répondre à la question comment ça se passe, en fait, j'utilisais... dans le cadre de ma thèse, j'ai dû préparer des échantillons, donc j'utilisais tout le savoir-faire du câblier pour fabriquer ces échantillons-là, pour les caractériser de manière préliminaire. Et puis après, effectivement, j'utilisais tout le savoir-faire fondamental du laboratoire de l'INSA pour caractériser les élastomères après vieillissement et donc surtout les propriétés mécaniques. Voilà. Mais ce n'était pas un laboratoire commun à proprement dit, hein, comme on peut le définir maintenant, les labcoms qu'on entend parler, c'était pas du tout ça. La CIFRE, en fait, peut servir à ça, hein, c'est-à-dire sans faire des contrats plus que ça, faire une collaboration à un moment donné entre 2 laboratoires. Oui, c'est vrai. Oui, sur cette question-là, l'expérience que j'ai à Saint-Gobain est, je crois, intéressante parce qu'on a 3 laboratoires communs. Il y a un laboratoire commun sur le centre d'Aubervilliers, il y a un laboratoire commun au centre de Cavaillon, au centre en Provence, puis il y a un laboratoire commun au Japon. Ils ont 3 fonctions assez différentes. Le laboratoire au Japon, c'est pour avoir un regard sur ce qui se passe dans le milieu académique au Japon, et d'une certaine manière, c'est un observatoire, je dirais au moins autant qu'un laboratoire. Le laboratoire commun à Aubervilliers, pour moi, est très intéressant parce que c'est un laboratoire qui n'est pas fermé. C'est au contraire un laboratoire qui est ouvert. Ce n'est pas quelque chose qui est une chasse gardée de Saint-Gobain et c'est pas quelque chose qui est... Et les sujets de Saint-Gobain ne sont pas une chasse gardée de ce laboratoire. C'est quelque chose qui permet d'avoir un tissu extrêmement serré avec le milieu académique. Et quant au laboratoire à Cavaillon, finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est le faire évoluer vers des équipes communes, c'est-à-dire sur une thématique identifiée et où on construit sur une durée de 5 ans, 10 ans, une fabrique de compétences pour l'entreprise. Donc il y a des tas de modes de déclinaison, mais je dirais encore, pour moi, c'est aussi une retombée de l'esprit CIFRE, ça. Alors, la question suivante est en lien avec ce que vous venez d'évoquer. Comment est-ce que vous qualifieriez la collaboration avec le laboratoire académique, vous en tant qu'industriel? Quelles sont vos attentes de cette collaboration? Alors, je veux dire, les attentes de la collaboration, c'est d'abord qu'elle dure. Dans une entreprise, dans toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé, soit comme consultant, soit maintenant à Saint-Gobain, c'est des entreprises qui construisent une collaboration dans la durée avec un laboratoire académique. Ce n'est pas sur le mode de la prestation de service. Que chacun fasse son métier correctement. On ne va pas demander à un laboratoire académique de faire le boulot d'un industriel parce qu'il le fera moins bien que nous. Et on ne va pas non plus, dans le milieu industriel, se poser des questions complètement éthérées qui n'ont aucun lien avec nos problématiques parce qu'on le fera moins bien. Donc, d'une certaine manière, c'est cette construction dans la durée sur... Je crois que l'essentiel, c'est qu'il faut arriver à une confiance suffisante dans les laboratoires pour qu'on puisse construire un sujet ensemble. Et on construit un sujet ensemble en lien avec le ou la thésarde qui va le porter. Donc, alors, après, vous avez tout un tas de trucs plus ou moins casse-pieds qui vont arriver, du style la propriété intellectuelle, enfin, autres machins de ce genre-là. Ça, on peut occuper les juristes pendant des siècles avec ce genre d'exercice. Mais le cœur du problème, c'est est-ce qu'on peut trouver un sujet qui nous intéresse tous les deux et le faire durer, parce que les vrais sujets, ce n'est pas des sujets qu'on résout comme ça. Ah oui, pardon. Moi, je suis d'accord. Alors moi, j'ai vraiment pas beaucoup de recul là-dessus. Hein. J'ai même pas l'âge de raison du docteur CIFRE, hein, mais je trouve effectivement, j'ai l'impression que les collaborations durables, notamment dans des grosses structures comme la R&D d'EDF, c'est important. Surtout quand on doit développer des gros moyens sur des gros problèmes, il faut que ça dure, que ça demande déjà quelques années de bien comprendre le problème, d'être sûr qu'on travaille sur ce qui est important.
Mais j'ai l'impression qu'il faut aussi s'autoriser quand même des chemins de traverse, que ce soit dans les mêmes collaborations ou dans des nouvelles, pour autoriser à être un petit peu dérangé par les nouvelles idées qui viennent du monde académique et qui parfois se transforment quelques années plus tard en de nouveaux chemins balisés durables, parce que les besoins des métiers changent, mais aussi parce que parfois il y a des déclics académiques qui peuvent servir des vieux problèmes du monde industriel. Donc s'autoriser quand même parfois des petites sorties de traverse. Décidément, je regarde la mauvaise personne. Oui, je vous en prie. Donc moi, je vais plutôt répondre du côté académique, puisque moi, je dépends plutôt de ce monde-là. Et donc moi, je pense qu'effectivement, la collaboration avec les industriels, elle est très riche pour les chercheurs. Hein, en fait, si on regarde, la recherche, le monde de la recherche a beaucoup évolué. Hein, si on prend un chercheur ou un enseignant-chercheur dans les années 80, en fait, il avait eu quelques sujets de recherche et puis ça s'arrêtait là. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on évolue et qu'en fait, on évolue au gré de l'évolution de la société et au gré aussi des problématiques proposées par les industriels. Bon, à titre personnel, par exemple, moi, j'ai fait une formation de polymériste et à l'heure actuelle, je travaille plus beaucoup sur les polymères. Donc on évolue parce que la société évolue et parce qu'on nous demande de faire des choses nouvelles. Et je pense que c'est très riche de changer. Hein, parce qu'à chaque fois, on sort de sa zone de confort, on est obligé de progresser, d'évoluer, et c'est la richesse de notre métier. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous voyez ça de votre côté, dans votre entreprise, sur ces questions de développement durable et de RSE? Alors justement, c'est assez rigolo parce que, pour que tout le monde m'entende, de l'autre côté, je pense que ce qu'on recherche justement, c'est la science. C'est le fondamental de la science, où on se dit, en fait, c'est quand même un garde-fou. Il y a des méthodes, il y a des années et des années de recherche. Ok, on développe des solutions, on développe des produits, mais il faut intégrer cette partie de recherche, et c'est ça qu'on va attendre du laboratoire de recherche. C'est pas que nous, c'est une ouverture d'esprit, qu'on ne regarde pas uniquement une solution, quelque chose, mais plutôt du long terme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme savoir, comme compétences, qu'est-ce qu'on va pouvoir acquérir et faire partager à l'ensemble du commun. Et typiquement sur des sujets comme le climat et l'environnement, actuellement, voilà, il faut développer pour les communs, parce qu'on est vraiment dans ce sujet de développer pour un ensemble de personnes, pour l'environnement de manière générale. Donc c'est quelque chose d'important. C'est cette science qui va passer dans le domaine pour tout le monde, qui va pouvoir être critiquée par des chercheurs, des reviewers, et c'est ça qu'on attend aussi des laboratoires. Je rebondis sur... en fait, je pense qu'il n'y a pas un modèle unique. Enfin, j'ai accompagné du coup beaucoup d'entreprises sur soit le recrutement de leur premier docteur, soit d'un premier doctorant en CIFRE, et j'ai souvent vu que le point de démarrage, c'était on a besoin de lever ce verrou technologique, on a ce besoin très très précis. Et en fait, 10 ans après, la collaboration avec le laboratoire académique, il est toujours là parce qu'effectivement, une question en appelle 10. Mais en tout cas, je trouve que c'est souvent sain pour une entreprise, notamment une PME qui n'a pas encore de R&D interne, par exemple, et qui veut quand même se lancer dans ce type de dispositif, d'y aller pas à pas, de faire la preuve de concept que ça peut fonctionner, de bien dimensionner le projet, vraiment prendre le temps du retour d'expérience aussi de ce qui s'est bien passé facilement, ce qui s'est beaucoup moins bien passé. J'ai accompagné des entreprises dans la logistique ou des centres de formation qui n'avaient vraiment aucune R&D en interne et où vraiment ce qu'ils ont tiré de la première CIFRE qu'ils ont eue, c'est comprendre ce qu'était une démarche de recherche, comprendre que ce n'était pas la même chose que se mettre à l'état de l'art, comprendre la temporalité, comprendre aussi la rigueur. Tout à l'heure, vous avez été plusieurs à parler de la rigueur du docteur CIFRE, mais c'est vrai que challenger la rigueur académique et la rigueur qui est attendue dans un contexte d'entreprise avec qualité, coût, délai sur les projets, c'est hyper riche pour l'entreprise aussi d'aller challenger ça.
Donc je pense faire la preuve de concept et après, bien sûr, quand on est Saint-Gobain, qu'on a fait des centaines et des milliers de tests, c'est différent. Mais enfin, voilà, il y a aussi cette notion de se dire on avance pas à pas. Et là, le docteur Siffre est riche en fait. Enfin, je réfléchissais pendant que vous parliez, mais sur les entreprises qu'on a accompagnées à créer des nouveaux, un petit laboratoire de R&D ou mettre en place des collaborations, et ben, je pense qu'une fois sur deux, c'était des docteurs Siffre qu'on a fait recruter parce que justement, ils apportaient cette capacité à créer ce lien avec l'académique, etc. Et ouais, c'est une vraie plus-value qu'ils ont aussi. Oui. Juste un tout petit élément, c'est vraiment là pour ceux qui se projettent. C'est valable dans tout type d'entreprise. Donc, je suis sur la partie conseil. On peut se dire, est-ce qu'il y a de l'innov, de la R&D, de la recherche fondamentale quand on fait du conseil? Bah oui. Donc, en fait, il ne faut pas se dire, bah non, vu ce que je veux faire, il n'y aura pas d'innovation. Il faut créer vraiment son projet avec les idées, les valeurs et ce qui nous passionne, parce que c'est ça qui fera qu'on fera une bonne thèse Siffre. Alors, des questions sur les doctorants, parce qu'on a beaucoup parlé des laboratoires, mais parlons des doctorants. Question, voyez-vous une évolution quant au profil des doctorants Siffre et voyez-vous une évolution quant à leur motivation? Une vision historique. Alors, oui, bien sûr, on voit des évolutions, alors que ce soit sur le marché de l'emploi des doctorants ou des docteurs, enfin des doctorants Siffre ou des docteurs, ne serait-ce que parce que tout bêtement, ça va suivre les tendances émergentes du marché. Alors, d'un point de vue très transsectoriel, pour le coup, je pense qu'on est dans l'âge d'or du recrutement de doctorants Siffre et de docteurs sur tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, au deep learning, au data science. Enfin, voilà, la transformation digitale, elle est partout. Après, moi, j'observe des gros besoins côté IoT, côté électronique, hard et software. On est aussi à l'aube de la révolution du quantique et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là et ça va vraiment exploser en termes de besoins en doctorants en Siffre. Je parlais tout à l'heure des nouvelles manières d'apprendre, des nouvelles organisations du travail. Là aussi, je pense que les EdTech commencent à s'intéresser à des dispositifs tels que la Siffre. Des gros acteurs qui ne faisaient pas de EdTech s'y mettent. Voilà. Après, dans les biotechnologies, il y a de fait, on est sur un secteur où il y a déjà, alors en fonction des années, on trouve 28-29% des salariés du secteur biotech qui ont un doctorat, donc c'est énormissime, mais il y a des enjeux très forts, alors que ce soit dans la médecine personnalisée, que ce soit dans les immunothérapies, les thérapies géniques, les technologies à base de CRISPR-Cas9 et autres, l'ingénierie tissulaire, et là, il y a énormément de choses qui se passent. Donc oui, bien sûr, d'un point de vue disciplinaire et des secteurs, il y a des choses qui évoluent. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les statistiques de la NRT le démontrent qu'on fait de plus en plus de tests Siffre en économie, en droit, en sciences de gestion, en sciences sociales, en sociologie, etc. Et ça va en lien avec tout un tas d'enjeux qu'on a cités tout à l'heure, les nouvelles organisations, les challenges environnementaux, le vieillissement de la population, etc. Enfin, on a tout un tas de challenges où c'est humain avant d'être technologique et de toute façon, les deux sont intimement liés, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des thèses en sciences humaines et sociales. Alors l'ANRT et l'ABG, incidemment, sont partenaires d'une opération qui s'appelle 1000 doctorants pour les territoires, qui vise aussi à inciter les collectivités territoriales à faire des contrats Siffre pour justement éclairer la décision publique dans des collectivités territoriales où les gens n'ont pas forcément le temps et les moyens de réfléchir à des problématiques sociétales. Donc effectivement, c'est quelque chose dont on pourrait parler aussi. Pascal me fait signe que il faut maintenant passer à la suite. Et donc, j'ai envie de vous poser une dernière question. Après tout, on est là pour le 40e anniversaire des Siffres. 40 ans, c'est l'âge mûr, mais
Si on se retrouve tous dans 10 ans, qu'est-ce qui, à votre avis, aurait évolué? Comment est-ce que le dispositif CIFRE aurait évolué s'il évolue dans le bon sens? Question pas facile de se projeter, dans les chiffres. Déjà, je pense le nombre de chiffres par rapport aux statistiques qu'on a pu voir. Donc ça, c'est juste un point. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui, est-ce que c'est en quantité, en qualité Pour ma part, alors je ne suis pas encore mûr, je n'ai pas 40 ans, mais moi j'espère qu'il va se construire une sorte de force collective que personnellement je n'ai pas encore ressenti vraiment dans le réseau des docteurs CIFRE. Alors pendant ma thèse, il y avait quand même des moments où on était entre thésards CIFRE, on pouvait échanger, on avait des sujets applicatifs très différents et on parlait de notre façon de vivre justement la passerelle entre les deux mondes. Mais j'ai l'impression que les trajectoires et le lien entre les trajectoires des docteurs CIFRE pourraient continuer à interagir par la suite, après cette expérience de thésard. Et pourquoi pas porter un message plus collectif sur des questions difficiles, alliant des questions sociétales, on les a évoquées, et peut-être que ça, ce serait utile et que la NRT pourrait favoriser un petit peu le suivi collectif de ces trajectoires. Donc, sans changer forcément les 3 années initiales, qui, pour ma part, sont très pertinentes, je trouve. Bon, autour de la table, je suis probablement celui qui a le moins de chances d'être là dans 10 ans, donc je peux prendre des risques. Ne dites pas ça, on a le même âge. L'évolution que j'ai vue chez les étudiants qui veulent faire une thèse, et en particulier les étudiants qui veulent faire une thèse CIFRE, de plus en plus, ils ont besoin que leur sujet ne soit pas simplement intéressant, mais qu'il fasse sens. Donc ça, c'est quelque chose que je vois de manière assez récurrente. La deuxième chose, moi j'ai travaillé essentiellement dans toute ma vie avec des très grandes entreprises. Il y a une demande parfois, même souvent chez les étudiants, d'avoir une flexibilité qu'ils ne ressentent pas toujours dans des très grandes entreprises. Maintenant, je vous ai dit, j'ai formé 82 thésards. Sur les 82 thésards, il y en a 3 qui ont créé une entreprise. Ça ne fait pas beaucoup, et ça peut se comprendre dans un domaine comme la science des matériaux où les investissements sont énormes dès le départ. Ce dont je rêve pour moi dans 10 ans, c'est de dire qu'il y ait des entreprises, éventuellement des start-up, des petites entreprises en lien avec des grandes entreprises et qui fabriquent des choses et pas simplement qui fabriquent des applis. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on va... Si on ne le voit pas venir, je pense fondamentalement que notre industrie se desséchera. Je n'imagine pas qu'on puisse faire des matériaux en start-up, mais qu'on puisse avoir un certain nombre de start-up qui permettent d'explorer certains sujets dans lesquels les grandes entreprises pourraient investir elles-mêmes. Je pense qu'il y a des choses qui se développeront dans ces directions-là. C'est-à-dire de pouvoir garder cette souplesse d'exploration sans qu'elle soit tuée immédiatement par la lourdeur des investissements, qui fait que la souplesse d'exploration est très souvent dans l'économie non matérielle. Je pense qu'il y aura une évolution dans les 10 ans qui viennent, en tout cas je la souhaite. Rebondis. Merci pour votre témoignage, parce que j'avais noté 3 choses et je pense qu'on est en phase. Alors, il y a l'aspect sectoriel dont j'ai déjà parlé et je pense que de fait, il y aura d'autres secteurs qui vont émerger. Mais après, sur le modèle de la CIFRE, moi, je m'attends effectivement à ce qu'on voit peut-être des chiffres quadripartites, quintupartites, je ne sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, qui couplent des acteurs multiples. Dans certains cas, plusieurs entreprises et un académique. Dans d'autres cas, ça peut être une collectivité. Enfin, je pense que c'est un peu l'idée que passait Olivier aussi. Et l'autre aspect que je me notais, c'est effectivement que moi, je pense que les motivations intrinsèques des doctorants évoluent beaucoup. La recherche de sens, elle est prégnante. La recherche d'utilité, elle est prégnante. Et je pense que beaucoup peuvent l'imaginer aujourd'hui en étant
entreprenant, alors soit intrapreneur dans une entreprise, soit entrepreneur tout court, en portant des projets innovants, quoi qu'il en soit. Et je pense que ça, c'est une attente forte des jeunes doctorants aujourd'hui, qu'ils soient CIFRE ou pas. Et je trouverais ça vraiment chouette que certaines entreprises conçoivent la CIFRE aussi dans une logique d'avoir des spin-offs derrière qui se développent avec des jeunes docteurs CIFRE qui porteraient ces projets sous la forme de start-up. Ça peut être des modèles vraiment adaptés, parce que c'est vrai que finalement, si on regarde dans les grands concours d'innovation, donc type ePhD, Innov, etc., finalement, il n'y a pas tant que ça de docteurs CIFRE. Et je réfléchissais en préparant la table ronde, je me suis dit, l'un des verrous, c'est que de fait, quand on est à l'origine de résultats de recherche innovants dans le cadre d'un doctorat CIFRE, on n'en a pas la propriété intellectuelle. Donc ça devient des super bons intrapreneurs, et c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup. Le docteur, il porte le projet derrière plus loin, jusqu'au marché, jusqu'aux phases industrielles. Mais par contre, il n'y a pas une surreprésentation dans les créateurs d'entreprises deep tech. Et demain, ça pourrait être chouette qu'il y ait une surreprésentation de docteurs CIFRE dans ces dispositifs, parce que vraiment, je pense qu'ils sont hyper bien positionnés pour réussir des aventures entrepreneuriales. Ils savent travailler à l'interface, ils comprennent ce qui est rebondir sur l'échec, ce qui est passer à l'échelle, etc. Et porter un projet innovant avec d'autres univers, quoi. Donc oui, je pense que les CIFRE, elles doivent peut-être dans 10 ans se reconfigurer là-dessus. Oui, toutes les deux. Juste pour l'évolution des doctorants, en fait, moi j'ai noté une évolution par rapport à moi quand j'étais thésarde et par rapport à mes collègues. Quand on avait fini notre thèse, en gros, soit on choisissait le monde académique et on cherchait un postdoc et on partait à l'étranger, on voulait partir à l'étranger, et développer des compétences, ou soit si on était en CIFRE par exemple, on voulait aller travailler dans l'entreprise, on cherchait du travail. Et par les doctorants que j'ai maintenant, je découvre qu'en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes aspirations. J'ai un doctorant qui a décidé d'aller travailler dans une start-up pour faire des montgolfières, alors qu'il avait fait une thèse sur les cellules solaires. Bon, peut-être qu'il y a des cellules solaires sur la montgolfière, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai une autre thésarde qui fait du management de projets scientifiques. Et donc, en fait, on voit que la thèse, en fait, ouvre la porte à plein d'autres perspectives qui, de fait, moi, me traversaient absolument pas l'esprit quand j'avais l'orage. Et je trouve que c'est plutôt sympa de voir qu'ils ont plein d'idées. Ça veut dire qu'ils sont prêts à créer plein de nouveaux projets. C'est un message important. Oui, Madame Laurent, j'ai commencé par vous, je finirai par vous. Merci. Non, je pense que ça rejoint en plus, du coup, ce principe-là. Il y a une des attentes dans les jeunes générations, c'est l'équilibre pro et perso. Voilà, on avait peur un peu avant de la thèse en se disant non, mais c'est un énorme mémoire, etc. Je pense que c'est une des attentes aussi, c'est de dire qu'en fait, il y a un cadre, il y a un sujet qui est posé, et en fait, c'est un travail en soi, comme d'autres emplois qui peuvent être pris. Donc ça, je pense que il y a cette démystification qui va arriver et qui est déjà très très bien avancée. Je pense aussi dans les 10 années, les partenariats donc multiples et notamment qui intègrent des PME. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui va vraiment se développer. Les territoires également, donc il y a les collectivités, mais pas uniquement, les associations. Il y a aussi de très beaux doctorats qui sortent d'associations, de milieux associatifs. Donc, il n'y a pas que le modèle CIFRE scientifique avant, il y a vraiment une multitude de modèles, et c'est cette diversité des CIFRE qui va se développer, je pense, au cours des 10 prochaines années. Ouais, je vous remercie, ça fait une magnifique conclusion. On va s'arrêter là. Oui ? Non, peut-être une dernière question qui est un petit peu provocante, mais je la trouve intéressante.
Le Covid a montré qu'il y avait d'un côté des scientifiques et de l'autre des décideurs politiques. Pourquoi pas dans 10 ans des scientifiques cifres aux manettes du pouvoir? Et l'internaute cite Angela Merkel qui a une thèse dont le modèle allemand est assez proche de celui d'une cifre. Je laisse le panel réagir sur cette question. Ça fait pas franchement envie. Ça suffit, mais je pense que je ne les dirai pas. Merci de vos contributions. Le débat a vraiment été très riche. Et puis, longue vie aux chiffres et à la NRT.